Alors, Bezrat Hashem, voilà. Alors déjà, on vous dit Boker Tov. Voilà, alors on est chez Baruch Hashem, à la Yeshiva Etzraïm, la synagogue Etzraïm de Natania, Rehov Shmilansky, chez mon ami le Rav David Nakash. On se connaît depuis Yachasra avec le Rav David Nakash. Baruch Hashem, il m'a connu Bachour quand j'étais à la Yeshiva en Israël. Donc ça remonte à... Et lui, il essayait de monter sa première synagogue, c'était de l'autre côté, dans une cave. Voilà, donc, Bezrat Hashem. Donc c'était, on se connaît depuis longtemps. Voilà, Baruch Hashem. Voilà, alors... Le U, c'est la distance. Hein? Le U, c'est la... Ça fait loin, ça fait qu'on est vieux, Baruch Hashem. Alors, avec l'aide de Dieu, on va ensemble voir quelques points. C'est une bonne chose, j'ai mon banquier qui est en train de m'appeler. C'est bon signe. Alors, Bezrat Hashem. Alors, non, moi le banquier il m'appelle quand je reçois des dons pour la mouta, vous inquiétez pas. Bezrat Hashem. Alors, pour l'association que je dirige. Alors, on voit à Baruch Hashem, d'accord, qu'on a quelques points qui sont très importants, d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, on est à Darbet, d'accord, Bezrat Hashem, très bientôt Purim, c'est bientôt, hein, c'est vraiment très bientôt. Dans les yeshivot, tous les bachurim, déjà, ils ont un peu de mal à se concentrer parce qu'ils pensent déjà à la simcha de Purim. Baruch Hashem, on rapporte que la simcha de Purim est extrêmement importante. Mais elle doit se passer dans la Kedusha. D'accord? Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle peut annuler toutes les mauvaises sentences dans le ciel. D'accord? Parce qu'à l'époque de Purim, justement, on s'est rattaché à la finale après avoir fauté. Vous vous souvenez d'histoire, hein, quand même. Hein? Oui, le repas qui a duré 6 mois et on est venu à la fin, on a fait Avodazara, Achashverosh, Aman, toute la clique, ceux-là, là. Oui, Baruch Hashem. On voit tout simplement que on a cette simcha, d'accord, de faire le mishté, de faire le repas, de boire pour les hommes, d'accord, un petit peu. Cheyav kolinish libissoumé, d'accord. Tout homme a l'obligation de se parfumer au vin. Libissoumé, hein, c'est bissoum, c'est bossem, c'est se parfumer. C'est pas se fracasser. Excusez-moi du terme, hein, s'il est un peu trivial, d'accord. C'est pas se saouler, c'est pas boire jusqu'à. En réalité, la kavana de dire qu'on doit boire jusqu'à ne plus faire la différence entre Mordechai et Aman, c'est d'arriver à comprendre que même le mal, en réalité, c'est pour un bien. Donc que même Aman, à la finale, que à la fin de la lecture de la Megillah, on le maudit, d'accord? On dit Baruch Mordechai, Arur Aman, oui. Et tout simplement, on dit qu'à la finale, il faut arriver le jour de Purim à pouvoir dire Baruch Aman, en ayant fumé. Ah oui, fumé, j'ai dit. Oh, excusez-moi. Non, mais je vais vous dire pourquoi. On est à Natania quand même. Donc il y a des lapsus qui me sortent ici. Donc en ayant bu, Mechila, d'accord? Non, parce qu'en ce moment, juste, je vous explique, Bezrat Hashem, que vous comprenez bien. D'accord? J'ai beaucoup de cas qui arrivent chez moi, malheureusement, où on a beaucoup de gens qui consomment des stupéfiants. Alors, quand je parle de stupéfiants, il y a ceux qui fument, il y a que ceux qui se droguent, il y a ceux qui prennent des cachets, d'accord? L'oral-nous, d'accord? Et il y a des gens qui sont pas si jeunes que ça, qui tombent dedans aujourd'hui, à notre époque, d'accord? Donc, excusez mon lapsus, parce que je sors d'une journée hier où j'ai reçu plusieurs familles avec différentes personnes qui ont tous des problèmes de drogue très graves. Donc, d'où le lapsus. J'ai ma tête qui est encore là-bas. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, on voit tout simplement que un homme, il doit arriver après avoir bu à pouvoir dire Baruch Aman. D'accord, tout simplement. Qu'est-ce qu'on essaye de dire par cela, tout simplement? C'est que même le mal, c'est pour un bien. On voit dans la Gemara, on nous enseigne 2 enseignements. Celui de Rabbi Yochanan Ishgamzu et celui de Rabbi Akiva. Ça, j'en parle souvent, mais on va remettre une couche. D'accord? On pose la question dans la Gemara, lequel de ces 2 enseignements est le plus grand, entre guillemets? Rabbi Yochanan Ishgamzu, il a perdu 13 enfants, 13 fils. Là, allez-nous. Le petit dernier dans des conditions abominables. D'accord? C'est-à-dire à l'époque, pour faire de la teinture, etc., ils avaient des grandes marmites. On devait grimper avec de grandes échelles jusqu'à aujourd'hui. Ils font de la teinture comme ça en Afrique du Nord, au Maroc par exemple, on peut trouver des endroits comme ça.
D'accord? Où c'est vraiment des marmites énormes qui font le double de la taille d'un homme, avec de grandes échelles. Et là-bas, on met des acides et on fait chauffer, etc. pour, je sais pas, traiter les tissus, la laine, le lin, et les teindre, etc. Et le cuir, etc. Et le petit, il est monté là-dedans, il était dans un atelier, il est monté sur l'échelle, il est tombé dans la marmite. Le petit dernier. Après que tous les autres fils de Rabbi Yochanan soient tous partis, d'accord, dans ce qu'on appelle des mitotes mishunot, ce qui veut dire dans des morts, soit par la maladie, soit par accident. D'accord? Donc on voit, et pas uniquement par accident, où ils ont été tués. Donc très grave, très grave. Cet homme-là qui a perdu 13 enfants, il dit Gamzul et Tova. Même ce mal, c'est pour le bien. On rapporte que de son petit dernier, il aurait gardé un petit ongle, d'accord, qu'il mettait dans un sachet autour de son cou. Et lorsque quelqu'un perdait un de ses proches, il allait le voir pour faire Nichum Avelim, pour consoler les endeuillés, en leur disant Gamzul et Tova. Sachez que même cela, c'est pour le bien. On va retrouver tous nos défunts après Tret Ametim. Donc une très grande Emouna, un homme très grand, Baruch Hashem. Et en parallèle, on nous rapporte un autre cas, Rabbi Akiva. Regardez la Gemara. Regardez comment ça a commencé déjà avec l'histoire. Rabbi Akiva, on rapporte un autre enseignement où Rabbi Akiva, il dit Akol et Tova, que tout est pour le bien. Et qu'est-ce qu'on nous rapporte comme cas? Donc, on nous rapporte que, malheureusement, un homme qui a perdu 13 enfants, qui va voir et consoler les endeuillés, en leur disant, j'ai perdu mes fils, mais à Gamzul et Tova. Donc, on voit la grandeur de l'homme. Et Rabbi Akiva qui dit Akol et Tova, quelqu'un on nous rapporte, un beau jour, il se baladait, il se promenait avec ses élèves, il voit le cadavre d'une vache, il voit la blancheur des dents du cadavre en question, d'accord? Et il dit, regardez la beauté, parce que tous les élèves disent, regardez, mais c'est quoi cette puanteur, c'est quoi ce cadavre, les mouches, les trucs, l'odeur, oui? Il lui dit, regardez, non, même là-dedans, il y a de la beauté, regardez la blancheur des dents de cette vache. Combien elles sont blanches. Et là, il leur dit, Akol les Tova. Et là, la Gemara nous demande, c'est qui des deux qui a le plus grand enseignement? Rabbi Akiva ou Rabbi Yochanan? Si je compare les deux cas qu'on me rapporte la Gemara, au niveau de mes sentiments, n'importe quelle personne logique va dire Rabbi Yochanan, Ish Gamzu. On est tous d'accord? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Non, j'ai besoin de savoir si vous êtes avec moi. Hein? Mais la Gemara, elle nous dit quoi? Non, le plus grand des deux, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, regardez comment elle vous fait la Gemara. La Gemara vous dit, regardez, vous avez le regesh d'un côté, mais vous avez le darat de l'autre. Vous avez le cœur d'un côté, et vous avez le cerveau de l'autre. Vous avez l'émotionnel d'un côté, mais l'intellectuel de l'autre. Il faut apprendre à réfléchir avec sa tête et pas avec son cœur. Il faut apprendre à réfléchir avec son darat et pas ses émotions. Ce qui veut dire qu'en réalité, quand je réfléchis avec ma tête, au niveau de l'émotion, la Gemara me met deux cas où sur le plan émotif, d'accord, je vais forcément pencher en faveur de Rabbi Yochanan. Et puis d'un seul coup, la Gemara me met une douche froide et me dit non, c'est Rabbi Akiva qui a le plus grand enseignement. Parce que la Gemara veut m'enseigner à réfléchir avec ma tête et pas avec mon cœur. C'est pour ça que la Gemara nous a ramené un cas qui était beaucoup moins dramatique dans le cas de Rabbi Akiva que Rabbi Yochanan, pour nous apprendre à nous à réfléchir. D'accord? Parce que même si parfois les contextes sont différents, les contextes peuvent influencer nos sentiments et nous voiler la face et nous troubler au niveau de notre perception de la réalité. En réalité, ici, pourquoi Rabbi Akiva a un plus grand enseignement? Parce que Rabbi Akiva, quand il dit Akol les Tova, même le mal, il ne le voit pas. Le mal, lui, il ne le voit pas. Preuve en est, un truc que n'importe qui passe à côté, c'est le cadavre d'une vache, ça pue, c'est pas bon, c'est comme c'est pas possible. Et lui, il nous dit, il y a de la beauté là-dedans, il voit le beau dedans. Donc pour lui, il ne voit pas le mal, il n'y a pas de mal. Tout est pour le bien. Le jour de Purim, on doit arriver au niveau de Rabbi Akiva. Oh, compliqué. On doit arriver à se dire que même toutes les personnes que Dieu a envoyées contre nous, d'accord, qui nous ont soumis des épreuves, qui nous ont fait du mal à travers le temps, à travers notre histoire, même cela, c'est pour le bien. Là, on est dans Gamzul et Tova. Il faut arriver, le niveau de Rabbi Akiva, c'est très dur ce que je vais dire. C'est Rabbi Akiva, il veut dire Akol et Tova, même ça c'est bien. Ça c'est bien, Akol et Tova, tout est pour le bien. Il n'y a pas de mal là-bas, c'est bien. Il y a des épreuves, c'est bien. Il y a un inyan qui est très important. On voit aujourd'hui dans notre génération, tout simplement, que il y a un monsieur qui me demande où je suis. Je suis à Netanya, Rehov Smilansky chez Rav Nakash. Tu veux venir? Viens, Lionel. Alors,
Bezrat Hashem. Alors, Lionel Felouz de Sarcelles. Bonjour. Il y a plusieurs. Voilà. Alors, Bezrat Hashem. On continue. Baruch Hashem. Alors, on voit tout simplement, d'accord, que le point ici qui est extrêmement important, c'est d'arriver à se comprendre que même, très souvent, dans les problèmes de couple, très souvent, les gens ont des difficultés. On a tous des difficultés. Dans l'éducation de nos enfants, je vous le dis à chaque fois, c'est difficile. Dans le couple, c'est difficile. Des fois, c'est la femme, elle est mal lunée. Je sais qu'il n'y a que des femmes ici. Des fois, vous n'êtes pas de bonne humeur, mesdames. Hein. Des fois, vous êtes en mode grognognon et on n'y a rien à faire. Hein? Mais les hommes aussi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit autre chose, moi. Vous savez, vous les hommes. Moi, je suis pas un homme, moi, je suis rabbin. Attends. On se devine. Attends. Ma femme me dit non, t'es un homme à la maison. Attends. Ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? Ce que j'essaye de vous dire, tout simplement, Baruch Hashem, c'est que à partir du moment où on voit parfois, tout simplement, qu'on a des épreuves, c'est difficile. Le mari, il n'est pas content avec sa femme. La femme, elle n'est pas contente avec son mari. Des fois, on n'est pas content des enfants. Oui. Des fois, ça commence dès le matin. Les enfants, l'adolescence, des fois, ils commencent à avoir l'âge de se dire j'ai pas envie de me lever. Des fois, ça dure jusqu'à l'âge de 40 ans. Qu'ils n'ont pas envie de se lever. Des fois, c'est pire. Ils se marient, ils font des gosses, ils ont toujours pas envie de se lever le matin. C'est papa, maman, j'ai besoin, je suis à découvert à la banque. Compliqué. Maintenant, ben oui, on balance. Hein, Dieu bénisse. Alors. Donc, comme on dit chez nous, alors, j'essaie de me concentrer parce que je pense à plein de trucs dans ma tête en même temps. Alors, tout simplement, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a on a l'obligation d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très souvent, moi, je vois des couples qui viennent me voir. Je vous fais un... Et les gens confondent plaisir et bonheur. Les gens confondent l'amour possessif et le véritable amour. Oh. Alors, on a quelques lois, je ne sais pas si on va avoir le temps, parce que c'est marqué sur la fiche jusqu'à 13h. Avant? On négocie. Alors, d'accord. Moi, je ne sais pas, la fiche c'est marqué jusqu'à 13h, d'habitude c'est jusqu'à midi et demi. Alors, c'est jusqu'à midi et demi. D'accord, très bien. Attendez. C'est bon? Je peux parler? Non, parce qu'il y en a 4 qui nous regardent sur Facebook, ils attendent les 4. Attends, maintenant ils sont 3, il y en a, il est parti carrément. Attendez. Alors, ce que j'essaie de vous dire, tout simplement... Ah, il est revenu. Alors, Bezrat Hashem, ce que j'essaie de vous dire, tout simplement, Baruch Hashem, c'est qu'on a des mitzvot, Va'afta l'erecha kamocha. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des halachot. Comment aimer son prochain? Il faut savoir, quand on doit aimer son prochain, qu'il faut savoir l'aimer. Éviter les débats, éviter les problèmes, éviter les différends, éviter le lachon hara, éviter le motzi shemra. Mais il y a certains cas où malheureusement, on a besoin de faire du lachon hara. C'est un besoin quand on a affaire à des gens qui sont malhonnêtes, des gens qui systématiquement, d'accord, de façon répétitive, renouvellent un mauvais agissement, une exaction. Ils volent, ils escroquent, ils montent des combines, d'accord, ils font tomber des gens avec qui ils s'associent dans leurs combines. D'accord? Avec 1, avec 2, avec 3. Mais quand au bout de 8 ans, 10 ans, on connaît une personne et qu'à chaque fois qu'elle s'associe avec quelqu'un, un coup sur 2, il y a un différent et un coup sur 2, il y a quelqu'un qui vient qui dit « Ils m'ont lésé, je me suis fait avoir, il y a de l'argent qui a disparu, il y a ceci, il y a cela. » Dans des cas pareils, il faut faire savoir aux gens. Alors, avant de faire savoir au grand nombre qu'on a affaire à quelqu'un qui est problématique, il faut premièrement parler avec la personne, essayer de la raisonner. Si on l'a fait à plusieurs reprises et qu'on voit qu'il n'y a pas de résultat, qu'on voit que si on sait qu'à partir de ce moment-là, que si on parle avec elle, elle ne va pas changer son fusil d'épaule, elle va continuer à se comporter comme elle se comporte, et bien malheureusement, tant pis pour cette personne et sa famille. Parce qu'on ne peut pas laisser une personne comme ça mettre en péril d'autres familles qui se comportent bien normalement, ou qui ont en potentiel un meilleur comportement que cette personne-là, parce qu'elle a prouvé qu'elle a du mal à se remettre en question. Vous comprenez? Et ça fait partie de l'amour de son prochain. Quand on doit faire des remontrances à son enfant, ça fait partie de l'amour qu'on doit avoir de son prochain. Quand on doit faire des remontrances à son mari ou à sa femme, ça fait partie de l'amour de son prochain. La Torah nous dit « Ochiach tochiach et amitecha »
te dois de faire des reproches à ton peuple. Amitecha, ça veut dire quoi? C'est pas uniquement ton peuple, c'est celui qui est proche de toi, dans ton peuple. C'est ceux qui sont les plus proches de toi, que tu connais le mieux. Les membres de ta kihila, les membres de ta famille. Il faut savoir, Rabbi Eliezer, il dit Beneima, il faut savoir le faire de façon sympathique. Bon, alors il y en a un, il a volé. De façon sympathique, on lui dit, bon, comment tu t'es retrouvé là-dedans? T'as mal géré, une fois, deux fois, trois fois, on parle avec lui. Bah, à un moment donné, on se durcit un peu. Mais à un moment donné, quand on voit que malheureusement, il n'y a rien à faire, malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui abusent du fait que parmi le Ham Israël, on est des Baalei Chesed. Parmi le Ham Israël, on n'aime pas faire du Lachon Hara, on n'aime pas mal parler de son prochain et qu'on attend toujours que son prochain fasse Teshuvah. Mais quand on en a, on voit qu'il ne fait pas Teshuvah. On sait que quand les gens vont travailler chez lui, ils ne vont pas se faire payer. Oh, on sait qu'il y en a, il va commencer à travailler chez lui. Il faut dire, oh, il est gentil, tout ce que tu veux, mais il a du mal à payer. Va pas là-bas. C'est une misva. Il faut avertir son prochain. Ça, c'est premièrement. Après, si l'autre, il ne fait pas Teshuvah et qu'il doit de l'argent aux gens, si le fait de parler avec les membres de la Kihila, ça peut aider toute la Kihila, ça peut aider ceux qui n'ont pas reçu leur argent à faire en sorte que tous les membres de la Kihila vont aller le voir et dire, oh, c'est pas beau ce que tu as fait. Il faut rendre l'argent. Et ça peut aider la personne lésée à récupérer son argent, qui lui est dû. Il faut le faire. On est tous garants des uns des autres. Le problème aujourd'hui, c'est que bien qu'on soit garant des uns des autres, on se dit, ah, mon fils, il veut pas se lever ce matin, bien, je lui parle pas, c'est bon, je le laisse au lit, j'ai pas le temps, je vais perdre une demi-heure avec lui, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? On le laisse aller sur son chemin. Des familles, il y a un frère, une sœur qui se drogue, qu'est-ce qu'on peut faire? On le laisse se droguer. Alors, il y en a un, il a son frère, il a sa sœur, c'est des voleurs. Il les laisse voler. On laisse les autres faire leurs bêtises. À la fin, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que toutes ces personnes qui volent et se comportent mal, au regard des gens, font du chilul Hashem. Et ça rejaillit sur toute la Kihila. Alors quand on en laisse un, et deux, et trois, et 100, et 1000, et 2000, et 3000, à la fin on dit tous les juifs, ils sont comme ça. Ça commence chez nous. Quand on nous dit, c'est sympathique, bah, au Hachem, il y a une chorale à côté. Je sais moi, c'est quoi? Attendez, ça chante en anglais. C'est quoi? Attendez. Alors, Bezrat Hashem, tout ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? C'est qu'on a une obligation vis-à-vis de notre prochain. Quand on vient et qu'on va faire des reproches à quelqu'un, il faut savoir, premièrement, c'est pour lui faire teshuva à lui. Et s'il ne fait pas teshuva, au moins mettre en garde les autres. Et savoir, au regard des autres, qu'on a l'obligation de le faire pour que les autres l'apprennent. Et même si des enfants l'apprennent, c'est pas grave. Les enfants apprennent qu'il ne faut pas voler. Et que s'ils volent, ils risquent de se retrouver sur la place publique. Chas v'shalom. Mais nous, on ne le fait pas. On a peur du Lachon Hara. On a peur de parler. On a peur du Botsi Shemra. On a peur de dire les choses. Et à la fin, il n'y a plus de émet, il n'y a plus d'éducation et tout part en vrac. Et à la fin, le fils du voisin, au lieu de se remettre en question par rapport à nous, il va voir notre fils, il va lui dire, viens fumer un joint avec moi. Pourquoi je parle de ça? Ici, les gamins, à l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, un peu partout dans le monde, ils se mettent à fumer des joints. Quand ils sont jeunes. Et de là, ils arrivent à d'autres choses. Et après, on va où? On va où? La catastrophe. Voilà. Et c'est des drames familiaux. Hier, j'étais toute la journée avec Beth Rosen au téléphone. Un centre ici qui s'occupe de réinsertion de drogués. D'accord? Et avec d'autres centres, à Herzliya et ailleurs, pour essayer de placer des gens, d'aider des gens, etc. Et encore ce matin, j'étais au téléphone pour essayer d'aider des gens. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Maintenant, un des points qu'on a, et je suis désolé, quand nous on vient et on ne se remet pas en question, alors que c'est le mois de Hadar, on doit être Bessimcha, d'accord? Et qu'on n'arrive pas à remettre en question l'autre, et à se dire le mal est pour le bien, d'accord? Il faut savoir que quand quelqu'un agit mal, c'est pour le bien. Parce que quand il agit mal, ça nous permet à nous de nous remettre en question, de le remettre en question, et de retrouver le bon derrière. Quand quelqu'un agit mal, et qu'on agit de la sorte, et que par la suite, soit on a protégé une kihila, soit la personne elle-même fait teshuva, mais au moins on a clarifié les choses, ça permet à beaucoup de gens de retrouver le chemin droit de la Torah, le chemin de la vérité, la lumière au bout du tunnel. Le problème qu'on a dans notre génération, c'est que la lumière au bout du tunnel, très souvent, on ne la trouve plus. On désespère facilement. Et pourquoi on désespère aussi facilement? Parce qu'on manque de Emouna. On manque de Emouna. Essayez de comprendre. On va parler ethménique psychologue. D'accord? Genre, je suis plus rabbin, on est un psychologue maintenant. D'accord?
C'est la mode, parce qu'ils paraît, ils ont fait un peu de psychologie, nous les rabbins, maintenant. Attendez. Alors que dans la Torah, de toujours, on a eu tous les kelim pour aider. Baruch Hashem. D'accord? Tout simplement, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que sur le plan, une personne se met dans une phase négative. Elle va penser de façon négative. Au mois de Hadar, on nous dit pensez positive, soyez Bessimcha, tout le temps Bessimcha, tous les jours Bessimcha. Oui? Et Davka, on nous dit, le jour du Mishté, tu dois arriver au stade de dire Baruch Haman. C'est quand même un truc de fou, quand même. Oui? Qu'est-ce qu'on te dit? Il faut être Bessimcha. C'est-à-dire, même si tu as des épreuves au mois de Hadar, sache que du mois de Hadar, la Simcha que tu as, elle peut annuler tes épreuves. Parce que tu es Bessimcha. Cette Simcha, c'est quoi? Ça prouve que tu as la Imuna. La Imuna. C'est quoi la Imuna? J'ai une galère, j'ai une épreuve. Mon mari. Mon mari, il boit un café. Quand à chaque fois qu'il boit son café, il laisse son verre là. Moi, j'ai acheté les verres en carton. Parce qu'il ne sait pas nettoyer sa tasse. Alors, les verres en carton, il a sa machine espresso, sa petite capsule, son verre en carton. Monsieur, il boit son verre. Où est-ce qu'il laisse ce verre? Sur la petite table du salon. Où il y a les enfants, les petits-enfants, ils viennent, le verre, il y a le fond de café. Et je lui ai dit, Maurice, t'as terminé ton café, mets ton verre à la poubelle. C'est même pas une tasse à nettoyer, c'est un verre à la poubelle. Maurice! Et Maurice, il a oublié. Et il y a le petit-fils, Shmuel, 1 an et demi, alias Terminator. Oui, il vient, il arrive, il ouvre les tiroirs, il ouvre le truc, il sort la vaisselle, il fait Terminator. Dieu bénisse pour lui. Shmuel, qu'est-ce qui se passe? Shmuel, il est venu, il a trouvé le verre. Mais à côté du verre, il a laissé quoi, Maurice? Il a laissé le dossier des impôts en France. Avec tous les papiers pour recevoir les argents de France. De la retraite. Oui. Et le gosse, il a mis le café partout. Maintenant, je sais pas comment il a fait, le gosse. Il y avait ça de café, à côté, il y avait la tablette. Et il a nettoyé la tablette avec le café, il a tout tué, le gosse. Comment elle rentre, la femme? Elle rentre, elle voit le café par terre. On sait pas comment il a fait, le gosse. Maurice, t'es sur le café, tu l'as terminé? Oui. Je comprends pas, le verre, il est petit comme ça, il y a du café partout dans le salon. Comment il a fait, le gosse? Comment il a fait? Il a tout massacré. Oui ou non? La femme, elle va parler gentiment à Maurice. Maintenant, la vérité, c'est la faute de Maurice. Maintenant, viens une minute. Maurice, il était occupé, il était en train de travailler, il était dans les papiers, sur Internet, en train de vérifier la retraite en France, etc. Son petit-fils, il est venu au milieu, parce que les enfants, ils ont filé les petits-enfants d'un seul coup. Ils viennent à la maison. Papa, maman, pouvez nous garder les gosses? Oui ou non? Hein? Ils vous laissent les gosses, et après, d'un seul coup, ils les voient. Ils sont partis en vacances. Non? Attendez. Quand il appelle, vous revenez quand vous prendre vos enfants? Vous revenez quand les prendre? Écoute, maman, nous on est avec 24 sur 24, on a besoin de se reposer. Mais moi, je me suis déjà occupé de vous! C'est ce qu'on pense dans sa tête, tout ça, mais on le dit pas comme ça. Maintenant, attendez. Oui. Oui. Chicouf. Chic quand ils arrivent, ouf quand ils... Je peux pas répéter ça, je suis rabbin, mais si les gens ont entendu. Quand ils partent. Hop. Attendez. Mais j'ai compris. Attendez, la caméra s'est retournée tellement. Arrêtez vos blagues là. Heureusement, ils ont vu que vos pieds, ils ont pas vu votre visage. Attendez, Relba, attendez. Une minute, attendez. Une minute. On reprend nos esprits. Ok? Maintenant, Yvette, la femme de Maurice, elle est comment? En colère. Elle est en colère. Mais attends. Je dirais même en furie. Oui, mais Maurice lui dit, attends, je m'occupe des papiers depuis ce matin, je suis au téléphone depuis ce matin pour la retraite, ils l'ont pas envoyé maintenant. Arrête-toi. Attendez, les petits ils sont arrivés, je suis parti préparer un sandwich à la grande. La grande elle est venue en pleurant, elle voulait manger. Je lui dis, je suis parti lui donner à manger, l'autre il est là, il vient le café, j'ai pas eu le temps le café, le gosse. Toi tu l'as vu le verre de café, tu peux pas le lever, le mettre à la poubelle. Et des fois c'est des disputes.
Et on se fâche pendant des jours pour ce verre de café. Que maintenant, c'est la faute à qui? C'est la faute à personne. Le petit, il est petit, il n'est pas bardat, Baruch Hashem, jusqu'à 120 ans en bonne santé. Baruch Hashem, le petit Terminator, on en a tous des petits Terminators, Baruch Hashem à la maison, qui sont en bonne santé jusqu'à 120 ans. Des enfants qui font des bêtises comme ça, c'est des enfants en bonne santé. Voilà, donc je vous souhaite des enfants et des petits-enfants qui vous fassent un peu des bêtises à la maison. Pas trop grave, un peu des bêtises comme ça. Voilà, Baruch Hashem. Tout ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi par rapport à ça? C'est que ce Enyan-là, tu fais un reproche. Bénéima, tu dois faire un reproche. Fais-le de façon agréable à Maurice. Maurice, tu aurais pu faire attention. Il y a du café partout maintenant. Comment on fait pour nettoyer, chérie? Regarde, comment on peut faire? Tu peux m'aider? On nettoie? Viens, on gère les enfants. C'est pas un petit peu mieux? Le calme? La sérénité? Hein? Non, mais c'est une question sur le moment, quand on a le coup de nerf qui arrive. Parce que ça arrive toujours juste après qu'on ait fait le super nettoyage. Ou alors, on a terminé la maison, on a fait ses pessards. La maison, elle est cachée les pessards. Oui, elle est cachée les pessards. Il y a le petit-fils, il vient à la maison. Oui. Et il y a un des petits-enfants, il a ouvert un paquet de gâteaux, il a laissé sur la table du salon. Le petit, on n'était pas au courant. Il marche, il arrive à choper ce qu'il y a sur la table. Il vient comme ça. Il est sur la table, il est comme ça, en mode comme ça. Oui. Il a chopé le paquet de gâteaux, il a fait le tour de la maison avec le paquet de gâteaux. Alpi Alakha, il faut revérifier toute la maison. Ça arrive tout le temps comme ça. Comme ça. D'accord? Alors il y en a qui sont efficaces. Déjà une semaine avant Pessah, c'est déjà Pessah. Il n'y a que des gâteaux cachés à les Pessah à la maison. C'est une première technique. Ça évite les problèmes. C'est un conseil que je vous donne. Si vous évitez le problème du petit Shmuel Terminator, d'accord, avec les gâteaux, Dieu bénisse, comprenez? Bezrat Hashem. Tout ce que j'essaie de dire, Baruch Hashem, c'est qu'à partir du moment où on vient et on sait qu'on ne se laisse pas envahir par le coup de nerf, d'accord, par le cœur. Regardez, Rabbi Yochanan et Rabbi Akiva, les cas qui nous rapportent. Le cœur nous dit quoi? Rabbi Yochanan, son enseignement le plus grand. La tête nous dit, réfléchis bien, Rabbi Akiva, il ne voit pas le mal. Il n'y a pas de mal pour lui. Même les épreuves, c'est pour le bien. Quand c'est dur dans le couple, quand c'est dur avec les enfants, quand c'est dur avec les petits-enfants, sachez que c'est votre tikkun. Ce monde, c'est un monde d'épreuves. La Sechet Brachot nous dit que le Olamazé est comparé à un couloir jonché d'épreuves. Après ce couloir, tu as différentes façons de le traverser. Il y a celui qui n'a pas de Torah. Donc lui, il est à pied. Il galère, hein. Il est à pied, pieds nus dans la savane. Hein. Il n'a pas de Torah. Il y en a, il a un tout petit peu de Torah. Donc il a des chaussures en cuir. Un autre, il a un petit peu plus de Torah. Donc lui, il a les running. Les chaussures de professionnels pour courir. Oui. Il y en a, il a pas mal de Torah. Donc il a la trottinette, le skateboard, le roller. Oui. Après le vélo électrique. Le vélo électrique. Bon, vélo électrique, la moto, d'accord? La voiture, différentes formes de voitures, l'avion à réaction, la soucoupe volante à la fin. Attendez. Vous voyez l'Admour, il est en soucoupe volante. Attendez. Ce que j'essaye de vous dire, après on dit, regarde ces religieux, ces Admour, ils vont dire des extraterrestres. Ouais, ils sont en soucoupe volante. Ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi tout simplement? Ce que j'essaye de vous dire, c'est que à travers les kélim que nous donne la Torah, on peut savoir surmonter les épreuves. On ne va pas les éviter. Hein. C'est pas on évite les épreuves. C'est pas je fais Torah au bisvot, parce qu'aujourd'hui, inconsciemment, il y a une idée préconçue qui dit ah, je donne la tzedaka, Dieu il va me donner la parnassa. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai. Bon, des fois c'est vrai, des fois ça marche pas forcément. Parce qu'il y a une xéra sur notre tête. Parce qu'il y a une épreuve sur notre tête. D'accord? Donner le maaser, c'est vrai que ça marche. Bah, au Hachem, regardez la force. Je dis ça, fais passer le gobelet. Attendez. C'est subliminal mon truc. Attendez. Et ce que j'essaye de dire, c'est tout simplement que Baruch Hashem, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que des fois on donne le maaser, des fois ça marche, des fois il y a une xéra sur notre tête. Des fois donner ton maaser, ça va pas suffire. Parce que tu as une épreuve. Parce que Dieu il veut te mettre à l'épreuve. Peut-être parce que tu dois donner plus, ou peut-être parce que c'est pas que tu dois donner plus. Peut-être parce que ton argent, tu le gères mal. Peut-être que ton argent, tu le gères mal. Peut-être que quand tu n'as pas d'argent, tu fais le baboule ou la baboula et tu vas quand même te payer les vacances. Oui? Maboule. Hein? On va faire le tour de la Floride cet été, chérie. Il n'y a aucun problème.
Hein? Il n'y a pas l'argent, on va s'emprunter. Il n'y a pas l'argent, on va s'emprunter. À Kadosh Baruch Hu, il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a une chose qu'il faut savoir. Vous êtes avec moi? Il y a une chose qu'il faut savoir. Ils sont tous morts de rire. Bon, venez, je fais une bracha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Tout simplement, ce que j'essaye de vous dire, c'est que à Kadosh Baruch Hu, vous êtes avec moi? À Kadosh Baruch Hu, tout simplement, il n'aime pas quand on gâche, quand on gère mal son argent, quand on donne l'argent à la tzedaka, qu'on ne vérifie pas à qui va notre argent, pourquoi ça va, chez qui ça va. Vous comprenez? Alors Baruch Hashem, ici vous êtes chez Rav Nakash, cette synagogue-là, je peux vous le dire, parce que le Rav, je le connais depuis Yachasra, c'est un très bon endroit, Machatzita Shekel, les Avrechim, le Kollel, c'est un très bon endroit à soutenir. C'est une des lumières de sainteté de la ville de Natania, Baruch Hashem, cette yeshiva. Baruch Hashem. Et le Rav, il fait beaucoup de Messirut Nefesh ici avec sa femme, la rabbinite. Bon, et en toute simplicité en plus. C'est ça qui est magnifique. Et tout ce que j'essaye de vous dire, c'est justement, par rapport à tout cela, c'est que à partir du moment où on vient et on ne fait pas attention à ce qu'on fait, Akadosh Baruch Hu, il nous met des épreuves. On ne fait pas attention à ce qu'on dit. Même à moi, ça arrive. Même à moi, des fois, j'ai des mots qui me sortent. C'est pas des bons mots. Ça peut arriver. T'as mal au dos, t'es fatigué, t'es pas bien. Oui? T'es mal luné, t'as passé une mauvaise nuit, t'as un enfant qui va pas bien. T'es pas bien. Un mauvais mot, malheureusement, ça peut tout changer. Quand on a, par exemple, je vais vous donner un exemple. Hein. Vous devez maintenant, d'un seul coup, vous avez un problème dans la famille. Vous avez quelqu'un avec qui vous devez parler. Je sais que mon cours va dans tous les sens, mais bon, c'est des guides pratiques de la vie. Vous avez quelqu'un avec qui vous devez parler, il y a un souci. Il y a un enfant, un membre de la famille, quelqu'un. D'accord? Vous ne savez pas comment lui parler. Si vous employez des termes triviaux, si vous employez de la vulgarité au moment où vous allez lui faire des reproches, d'accord? La personne, bien que sur les fonds, vous ayez raison, elle va utiliser la forme contre vous pour se maintenir dans son Yetzer Hara. On va trouver le mot qui ne convient pas. Ah, il a dit ce mot-là. Pourquoi il m'a dit ce mot-là? Alors que sur le fond, vous savez que vous avez raison, tout le monde sait que vous avez raison, mais la personne en face de vous vous dit qu'elle sait que vous avez raison. Oui? Donc tout simplement, il faut faire attention aux mots que l'on dit, à notre façon de parler à notre prochain. Baruch Hashem. Maintenant, avec l'aide de Dieu, on va essayer de voir quelques halachot ensemble. D'accord? Donc on voit, Rabbi Akiva, il nous rapporte Va'avta l'erecha kamocha zeklal gadol batorah, et tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. C'est pas tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pour ton prochain, tu aimeras comme pour toi-même. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Si moi j'aime mon prochain comme moi-même, tout ce que j'aime moi, je vais le donner à mon prochain. Mais mon prochain, peut-être que ce que j'aime moi, il n'aime pas. Non? Essayez d'imaginer. Le Tunisien, il aime l'amlochia. Il veut faire kiffer son voisin qui est ashkénaze. Meskin, depuis qu'il est tout petit, on lui donne des boulettes au poisson le Shabbat, gefilte fish. D'accord? Depuis qu'il est tout petit. Non, j'ai pas dit meskin comme ça. Faut goûter pour comprendre. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien, c'est ça le pire. Mais mes gosses, ils me regardent quand je mange ça, ils ne savent pas pourquoi j'aime ça. Donc, tout simplement, lui, il a été nourri, élevé au gefilte fish. Tu lui mets l'amlochia, il comprend même pas. Il dit, tu m'as mis du pétrole dans mon assiette. Et toi, tu lui ramènes le pain italien, l'amlochia, le merguez au milieu, le petit piment à côté. D'accord? Et tu lui dis, attends, ça c'est le plat, il se termine jamais. Il a une rasra, il dit, ah, je suis coincé avec ta marre de pétrole à vie. Oui ou non? Il va pas aimer. Donc c'est pas Ve'avta l'erecha kamocha. Ce que t'aimes toi, tu l'aimes pour l'autre. Mais toi, il y a autre chose, un autre problème. Quand tu dis aime ton prochain comme toi-même, il y a un autre problème. C'est aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, ça devient toi-même. Ce qui veut dire que ton prochain, tu l'aimes pour toi, pas pour lui. Et là, on est dans de l'amour possessif. Dans certains couples, malheureusement, je vois ce phénomène où chacun arrive chez moi, ils ont des problèmes. Parce que je reçois des couples. Il y en a, ils sont toujours pas au courant que je reçois des couples. Donc je le dis clairement, ils sont pas. Bon, alors on le dit. Personne n'a jamais compris ce que je faisais, même moi je comprends pas. Alors maintenant, alors,
Tout ce que j'essaie, la génération est compliquée. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que j'ai des couples qui viennent me voir, d'accord? Et ces couples-là, j'entends, la femme, elle me dit oui, mais il me donne pas, il me fait pas, il me dit pas, il me donne pas, il est pas là, il est tata, il est tata. Et le mari dit oui, mais c'est normal parce qu'elle, elle est pas là, elle me dit pas, elle me donne pas, elle me fait pas. Alors on est dans un système de... On est dans un système de donnant-donnant qui s'installe de façon malsaine, entre guillemets, d'accord? Et ça, c'est le plus sûr moyen de rater sa vie. Si je commence à faire les choses et à soutenir les autres, dans l'attente que les autres me donnent en retour, on risque d'être très souvent déçu. Très souvent déçu. Il faut savoir que lorsqu'on donne à l'autre, il faut donner sans attendre et sans retour. Je sais, c'est une chanson de Florent Pagny. J'ai pas fait exprès. Alors maintenant... Oui. Il faut faire quand on donne ce qu'on aime et que la personne en face, on le fait de bon cœur et que la personne en face, elle n'aime pas ce que vous lui donnez. Alors, vous n'avez pas fini la solution. Venez. C'est chicouf, hein. Alors, attendez. Attendez. Excusez-moi. Non, je bois un peu d'eau avant de vous répondre. Parce que la question est très bonne. Et la réponse, peut-être, je sais pas, hein, j'ai pas réponse à tout, moi. Hein. Dans la Gemara Maseret Shabbat, on dit que celui qui croit tout savoir, il sait rien. Ça se trouve, vous avez beaucoup plus à m'apprendre que moi à vous dire. Bezrat Hashem. Et faites pas, je vous assure que oui, vous êtes plein là, moi je suis tout seul, il y a de fortes chances que j'ai plus à apprendre de vous que vous de moi. D'accord? Donc, Baruch Hashem, donc, regardez. Ce que j'essaie, tout simplement, à partir du moment où moi je fais quelque chose pour quelqu'un et que la personne n'apprécie pas ce que je suis en train de faire, c'est je dois essayer de comprendre sur le plan émotionnel qu'est-ce qui fait que cette personne n'apprécie pas ce que je suis en train de faire, qui normalement elle devrait apprécier ce que je suis en train de faire pour elle, cette personne. Pourquoi elle n'apprécie pas sur ce moment? Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Essayez de comprendre. Un mari qui va dire je me sens à la maison comme un mur, ma femme elle m'ignore. Et la femme, Meshkina, elle prépare à manger, elle fait de la lessive, elle travaille, elle participe aux frais de la maison, elle s'occupe des enfants, d'accord, depuis qu'ils sont tout petits. Elle les a portés, elle, dans son ventre, pas lui. Et c'est elle qui a accouché, pas lui. Et lui, il vient, il dit, je me sens comme un mur dans la maison. Je me sens invisible. Alors qu'en général, c'est plus les femmes qui ont tendance à dire ça. Parce qu'elles font normalement, hein, une femme, elle fait plus à la maison que le mari, normalement. Hein, d'accord? C'est normal, c'est pas normal, c'est comme ça. Dieu, il nous a créés comme ça. Il a créé les hommes d'une certaine façon, les femmes d'une autre. Les femmes arrivent à faire beaucoup plus de choses que les hommes. D'accord? Et parce qu'elles arrivent à faire beaucoup plus de choses que les hommes et qu'elles comprennent le sens de la vie et qu'elles portent la vie en elles, elles n'ont même pas l'obligation d'étudier la Torah. Parce que quand elles sont sur un chemin de Torah, il y a des choses, un homme il a besoin d'étudier toute la Torah, toutes les Gemarot, tous les cas pour arriver à comprendre sa femme et à réfléchir comme elle. Ça veut dire, si la femme déjà elle réfléchit mieux le mari sans étudier la Torah, elle se met à étudier la Torah, chlita pour le mari. Les hommes ils ont compris, ils disent vous les femmes vous étudiez pas la Gemara, que nous. Sinon chlita pour nous. Attendez. Venez. Bezrat, je peux continuer? J'ai les mollets, ils sont à l'air, le pantalon. Excusez-moi. Parce que je mets sur la chaise. Attendez, je sais pas comment je fais, ça bouge. Bref. Alors, oui, bon. Non, j'ai maigri, donc le pantalon, il est. Merci. J'ai perdu 28 kilos depuis le 17 septembre, quand même. Baruch Hashem. Ouais, mais bon, j'ai jeûné pour plein de gens, hein. Celui-là, sa sœur, elle se drogue, l'autre, son frère, il se drogue, celui-là, il a le Shlom Bayit. Alors moi, je viens, il me dit prie. Prier, ça suffit pas, je jeûne. Baruch Hashem. Alors, on voit... Non, je rigole. Non, je suis au régime. Arrêtez, il blague, le rabbin. Qu'est-ce qu'il jeûne, le rabbin? Alors, maintenant, venez. Qu'est-ce qu'on voit? Ça prie les rabbins, ça jeûne les rabbins. C'est quoi cette histoire? Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on voit? Dans notre génération, on dit que les rabbins, ils sont bons qu'à prendre de l'argent et on ne sait pas où est-ce qu'il va l'argent quand on donne aux rabbins. C'est malheureusement. On dérape. Malheureusement. C'est très grave. Quand on commence à parler comme ça, il faut savoir qu'on se met en danger. On se met en danger parce que quelque part, on a un problème avec la Torah et les mitzvot. Donc quand on vient et accuser les rabbins, et tous les rabbins, on les met tous dans le même sac,
c'est quelque part, c'est une porte de sortie dans notre tête inconsciente parce qu'on a envie un peu, quelque part, d'aller voir ailleurs la zone non Shomer Shabbat. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? Ce que j'essaye de vous dire, tout simplement, c'est que à partir du moment où nous, on vient et on se met dans... On essaie de comprendre l'autre. Donc le mari, il a dit qu'il se sent invisible, il se sent comme un mur. La femme a dit, quoi, tu te sens comme un mur après tout ce que je te fais? Et je peux vous dire, hein, dans la majeure partie des cas, quand j'ai un mari qui me dit ça, la femme, elle réagit comme ça. Et à chaque fois, je dis à la femme, je fais, ouais, on essaye autre chose. Puis essayer autre chose, parce que lui, il s'énerve. Comment tu me dis ça? Mais voilà, c'est la preuve. Oui. Moi, je leur dis, on va essayer autrement. Vous pouvez regarder votre mari et vous dire, écoute, avec tout ce que je fais pour toi, ce que tu me dis, ça me fait beaucoup de peine. Parce qu'apparemment, on ne réalise pas ce qu'on fait l'un pour l'autre. Et on n'arrive pas à se parler comme il faut. Qu'est-ce que je peux faire, mon mari, pour changer les choses pour toi? Vous savez quoi, votre mari, vous l'avez pris sa tête là, vous avez ouvert le cerveau, vous l'avez 380 degrés. Il est comme ça dans sa tête. Il a enregistré le cours, vous pouvez le remettre. Hein, on peut faire des effets spéciaux aussi, si vous voulez. Attendez. Alors, on lui retourne, vous lui avez retourné le cerveau au mari, et vous l'avez refermé, vous avez... Tout est refermé. Oui. Miskin, le mari, il comprend rien. On dit qu'une femme qui est chachama, une femme qui a les bons mots qui sortent de sa bouche, elle construit. Une femme qui n'est pas chachama, qui n'a pas les bons mots qui sortent de sa bouche, elle détruit. C'est la même chose pour un mari. La même chose pour un mari. Vous comprenez? C'est exactement ça. Savoir se mettre à la place de l'autre, et au lieu de laisser nos sentiments parler, laisser la raison parler. Quand la raison parle, on reste calme. D'ailleurs, je vais vous expliquer. Si vous voyez dans la rue deux personnes qui se disputent, on en voit un qui s'énerve et qui hurle, il nous fait un petit peu peur. Mais quand on en voit un qui reste calme et qui parle tout doucement, il nous regarde droit dans les yeux, il ne bouge pas, il ne bronche pas, celui-là, il a tendance à nous terrifier. Donc quand on a affaire, et c'est un mauvais exemple, d'accord? C'est un très mauvais exemple. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand vous restez calme, vous êtes plus efficace et plus crédible. Que quand vous vous énervez, vous allez dans tous les sens. Quand vous vous énervez, les enfants ils commencent à dire ah, mamie elle a crié pour le café de Shmuel, bah, mamie elle crie tout le temps de toute façon. Papy le pauvre, ah là 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 là. Après les enfants ils viennent, ouais, mamie elle a crié sur papy à cause de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a fait mon fils? Et c'est une embrouille familiale après. Chlita, ouais? Ouais ou non? Après le gendre il dit, tu vois, toi tu cries sur moi, mais ta mère elle crie sur ton père pour le café de notre fils. Vous voyez ou pas? Donc, ça entraîne, c'est une boule de neige. C'est une boule de neige. C'est-à-dire, quand vous parlez, quand vous vous comportez, il faut savoir que chaque comportement que vous avez, ça a l'effet papillon. Vous connaissez l'effet papillon? La théorie qui dit que quand un papillon il bat des ailes à un bout du monde, ça peut créer un tsunami à l'autre bout du monde. Parce que les forces se cumulent d'un bout à l'autre de l'univers. Ouais? Vous connaissez ça ou pas? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous, c'est l'effet papillon, boule de neige. Les deux en même temps. Il y a le coup de papillon au début, c'est un petit mot de rien du tout, qui devient une boule de neige dans une avalanche. Et à la fin, il y a toute la montagne qui nous tombe dessus. On fait quoi? Faut apprendre. Oui. Généralement, quand on fait ça avec le mari, des fois, le tester, c'est qu'est-ce que tu veux quand il n'est pas habitué. Attendez. Oui. Ben oui, attendez. Je peux? On a le mode paranoïaque. Je peux. La dame a posé une très bonne question. Elle a dit que quand on se comporte comme je l'ai décrit avec le mari il a dit je me sens comme un mur. Elle a dit ça me fait de la peine avec tout ce que je fais pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux? Le mari, au lieu d'être content, il dit qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que tu attends de moi? Attendez, oui, il y a des maris comme ça. Mais attendez, je peux? Est-ce que je peux? Je vais répondre. Je peux répondre maintenant ou pas? Elle est morte de rire, Meshkina. On sait que c'est pas votre mari, on a compris, vous inquiétez pas. Venez, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Tout simplement, qu'est-ce qu'on voit? Quand un homme il réagit comme ça, ou une femme réagit comme ça veut dire tout simplement qu'arrive à un moment donné, on a affaire à quelqu'un qui a une certaine susceptibilité, et même quand on va lui faire un compliment à cette personne-là, elle va toujours se dire, mais on se moque de moi. Tu es le meilleur mari du monde. Qu'est-ce qu'il veut? Tu es la meilleure maman du monde.
Qu'est-ce qu'il veut, mon fils? Il va me demander quoi? Oui? On a ce mode-là, parce qu'on devient quelque part susceptible, on est sur la défense. Alors que si on dit merci, c'est gentil, et on fait des idiots, parce que peut-être qu'il veut quelque chose, le gosse. Mais ça, oui? On le laisse juste dans le compliment, et on répond par le compliment, par un beau sourire. À ce compliment-là, on installe une dynamique qui est beaucoup plus positive dans le foyer. Vous comprenez? C'est une question de temps. Quand le mari réagit comme ça, on lui répond, je veux que ton bonheur, notre bonheur, et le bien de notre foyer. Ça t'énerve, ça te fâche d'avoir une femme qui est à tes côtés, qui t'aime, fâche-toi. Appelle le Rav Yishai. Vous avez tous mon numéro normalement, hein. Il est sur internet le numéro, d'accord? Vous faites Google, là, le Google là, vous faites Rav Yishai, I-S-H-A-Y, il y a mes numéros. C'est super pour vous. Moi, je passe ma vie au téléphone. Celui qui a mis mon numéro sur Google, si je le trouve un jour. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? Non, je plaisante. Maintenant, ce que j'essaie de vous dire, au Hachem, c'est qu'à partir du moment où on a cette dynamique-là, justement, parce qu'il y a la simcha de la période de Purim, on se prépare à la fête de Pessah. Et d'ailleurs, on a une grande simcha. Regardez comment c'est pédagogique. Juste 30 jours avant Pessah, que déjà, mesdames, vous avez déjà commencé le ménage de Pessah. Je sais. Attendez, là, on me répond, on l'a presque fini. Mais moi, 15 jours avant Pessah, c'est déjà Pessah. Pessah, ça dure 3 semaines chez moi. Attendez. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de Hametz. Baruch Hashem. Alors, tout ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? Tout ce que j'essaye de vous dire, c'est que Baruch Hashem, et c'est une période, durant la période de Pessah, où, malgré toutes les occupations habituelles et les problèmes habituels, et les problèmes familiaux habituels, les complications qu'on connaît chaque jour, petites complications, pas trop grandes, d'accord? On a tout le ménage de Pessah à faire, on a toutes les préparations de Pessah à faire, il y a les courses de Pessah à faire. Pour certains, il y a les vacances de Pessah à organiser. Il y a des cassements de tête, là, ou là, ou là, ou là. Il y a une période où on se dit, attends, stop, grande simcha, pourri, après on se lance. Avec ces simcha, il faut la garder la simcha. Au moment du ménage de Pessah, il faut se rappeler qu'on le fait pour la simcha, pour la misva. D'accord? Le soir du Seder, il faut se le rappeler. Il faut se rappeler, mesdames, que le soir du Seder de Pessah, vous devez arriver en forme le soir du Seder et pas sur les rotules. D'accord? Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, si on a l'occasion avant Pessah, on fera sans doute un cours sur le nettoyage de Pessah. J'ai déjà fait plusieurs comme ça. Il y en a sur Internet. D'accord? Bref, pour vous expliquer comment nettoyer la maison, c'est quoi le principal, etc. Mais en général, quand je donne le cours, tout le monde a déjà nettoyé. Avec l'aide de Dieu. Mais tout ce que j'essaie de dire, c'est que quand on commence à se mettre dans une dynamique positive, d'accord? Et qu'on commence à parler de façon positive, ça prend du temps dans un premier temps à ce que les choses se remettent en place, parce que très souvent, malheureusement, le Yetzer Hara et la vie de tous les jours et les habitudes de tous les jours ont fait en sorte que le stress, l'angoisse et le manque de Emouna, d'accord, qui est la source du stress et de l'angoisse en général, font qu'on a du mal à communiquer positivement dans une maison, dans un foyer, dans un couple, dans une famille, tout simplement. Parce qu'on est enfermé dans une spirale négative et qu'on a tout le temps quelqu'un autour de nous qui se comporte mal, qui dit des choses qu'il ne faut pas dire, qui fait des choses qu'il ne faut pas faire. Comment on fait? Ouais. Alors, Bezrat Hashem, quand on vient et qu'on se met dans une dynamique positive et qu'on ne va pas directement se fâcher, on ne va pas directement crier, d'accord? Premièrement, on a expliqué au départ, dans les lois d'aimer son prochain comme soi-même, on rapporte les lois de faire des remontrances. Et quand, dans ces lois-là, on dit d'abord, tu fais des remontrances de façon sympathique en tête à tête avec la personne. Oui? Quand vous êtes à la maison et qu'il y a un problème avec un enfant et que le reproche se fait devant toute la familia, tout le tutti quanti, ou encore mieux, Shabbat chez les grands-parents, règlement de compte à hockey choral, le gosse, vous le tuez. Essayez d'imaginer un gosse, il va à l'école, les profs lui crient dessus. Les amis lui crient dessus, parce qu'il se comporte mal. C'est pas à tort, hein, à raison. Les amis et les profs ont raison. L'enfant se comporte mal, on lui crie dessus. Il arrive à la maison, on lui crie dessus. C'est quoi son mode de communication à cet enfant? Les cris. Maintenant, quand on va, nous les parents à l'école, on leur dit, vous lui criez dessus, je lui crie dessus, on lui crie dessus, il crie à la fin. Venez, on essaye de ne pas crier. Et on prend le temps d'essayer de parler avec son enfant. Un enfant, quand on lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Quand il passe son temps à se faire crier dessus, il va dire quoi? Non, tout va bien. Non, je peux parler. Non. Oui? Ou plus tard.
ou un mari qui se renferme, oui, mais viens, on parle, il y a un problème, viens, on parle. Non, non, pas maintenant, plus tard, non, non, j'ai pas le temps. Pff, ça souffle. Waouh, quand ça souffle, ça énerve. Quand il souffle, c'est un gros dossier quand ça souffle. Le fait qu'il souffle, c'est pire que quand il s'énerve. Il souffle, en plus. En plus, il souffle. En plus, c'est lui qui est... Bref, ou c'est elle. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que quand on a quelqu'un comme ça, il faut prendre le temps de s'asseoir et dire, écoute, voilà, moi, je suis là pour toi. Je suis là pour t'écouter. Parle. Parle. Quitte à perturber le cédère. Moi, ça m'est arrivé avec mes enfants. D'avoir un enfant un matin qui n'arrive pas à se lever, qui ne veut pas se lever, qui ne va pas bien, qui a un souci à un niveau à un autre. Je vois qu'il a du mal. J'ai mis 40 minutes pour le sortir de son lit. D'accord? Je vais dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Viens, on discute. Viens, tu vas arriver en retard ce matin. On discute. On parle. Non, il ne veut pas parler, il ne veut pas discuter. Il voit que je suis là. Je lui dis, écoute, tu as besoin, je suis là, je t'attends. Oui? Vous lui laissez 5 minutes marronner, il va revenir de lui-même. Il va commencer à nous raconter. Maintenant, il nous raconte, il s'est comporté bien, il s'est comporté mal. Si on apprend à un enfant, si on apprend à une personne que lorsqu'elle a tort, elle doit apprendre à se taire, que lorsqu'elle est face à une autorité, elle doit apprendre à baisser ses yeux, elle doit apprendre à se soumettre, elle aura plus de facilité aussi à se soumettre aux lois de la Torah et devant Akadosh Baruch Hu. Elle aura plus de facilité aussi à accepter les reproches, à se remettre en question. Et on terminera là-dessus. On dit que le tzaddik, d'accord, il aime les reproches. Il aime les reproches parce qu'à travers les reproches, il se remettra en question. D'ailleurs, comment on voit si une personne est tzaddik ou non? Quand vous lui faites un reproche, on voit s'il se remet en question ou pas. Oh, le rachat, il n'aime pas les reproches. Maintenant, chacun d'entre nous, on a des moments dans la journée, on est dans une dynamique de tzaddik ou de tzaddika, d'accord? Et il y a des moments où on est dans une dynamique de rechaim, d'accord? C'est à nous de choisir la bonne dynamique, d'arriver à nous remettre en question. Si on montre à une personne qu'on est disposé à écouter, à parler, malgré le fait qu'elle ait tort, et à lui expliquer ses torts calmement, pas au moment où elle est en colère. À un moment où elle sera calme, où elle sera disposée à parler, qu'on lui montre qu'on est là, et qu'on est disposé à écouter. Parce que le plus grand piège du Shlom Bayit, c'est quoi? C'est que quand le mari a envie de parler, c'est toujours au moment où c'est l'heure du bain, ou l'heure du repas, où la femme elle est occupée. Et dans ces moments-là, la femme qui est déjà agacée de sa situation de couple, eh ben, elle ne va pas répondre gentiment à son mari. Elle va dire, écoute, tu vois pas là, je suis occupé. Maintenant, elle ne pense pas forcément à la dispute, elle n'a pas forcément envie de se venger sur son mari. Elle est juste occupée, exténuée, fatiguée. Le mari, le visage fatigué, exténué de sa femme, il l'interprète comme « ma femme est fâchée avec moi ». Dor, vous la connaissez? C'est la boule de neige, attention, la montagne, elle arrive. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? C'est le papillon de tout à l'heure. Celui-là, ce papillon. Alors, ce que j'essaye de vous dire, Rita, faudrait trouver toujours ce papillon. Attendez. Ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? Baruch Hashem, c'est qu'à partir du moment où vous faites attention à ces petites choses-là, d'accord? Le visage que vous avez, même quand votre mari dit, bon, j'aimerais qu'on parle maintenant. Tu dis, chérie, il n'y a aucun problème. Je suis très heureuse que tu veuilles parler. Viens, on termine de s'occuper des enfants. D'accord? Et après, on discute. Et vous lui avez placé, on termine. C'est lui aussi, il doit aider. D'accord? Il se retrouve comme Ahmar. Vous avez une chance sur 2 qui vous aide avec les gosses. D'accord? Mais j'ai bien dit une chance sur 2. Je suis un homme quand même. Je sais de quoi je parle. Hein. Attendez. Alors, je sais ce que je fais subir à ma femme quand même. Alors, tout simplement, Baruch Hashem. D'accord? Plaisanterie à part, la rabbinite. Elle regarde jamais les cours, de toute façon. Baruch Hashem. Elle n'a pas besoin. Elle m'a en live à la maison. Alors, non, parce que je suis marrant dans les cours, vivre avec moi, c'est autre chose. Le Rav Citru qui disait la même chose. Personne ne croit les rabbins quand il dit ça. C'est très très dur d'être femme de rabbin, très compliqué. D'accord? Maintenant, Bezrat Hashem, alors que Dieu bénisse ma femme. Amen. Voilà, Baruch Hashem. Au passage, hein, c'est bien. Qu'il lui donne une bonne santé jusqu'à son attente, moi je suis gagnant. Amen. Voilà, avec l'aide de Dieu, au passage. Bezrat Hashem, beaucoup de Shlom Bayit pour vous toutes. Si vous avez des questions, prenez mon numéro. Bezrat Hashem, qu'on ait la bracha, la tzlacha. Beaucoup de simcha. C'était le moment de la bracha, on allait terminer. Oui, j'écoute. Qu'est-ce qu'elle a, la dame? J'ai pas eu ma réponse. Alors vous allez venir me voir. Parce que j'ai répondu. Bezrat Hashem. Bon, alors avec l'aide de Dieu, on va en discuter avec grand plaisir. Bezrat Hashem. Voilà. Bracha va tzlacha, de bonnes nouvelles. À très bientôt à tous. Kol Tov.